Bienvenue sur avenue.ca dans la zone bouquinée. Je m'appelle Claudia La Rochelle. Je vous parle de mon magnifique bureau, mon bordel. Et là, j'ai eu des avertissements on peut-tu dire téléspectateurs, d'internautes. Hein? Ça trahit mon âge, hein, ces expressions-là. Bon, qui me disaient que je regardais pas les gens. J'avais le regard déviant, fuyant. Oui, c'est mieux fuyant. Que je regardais pas l'objectif. Alors, désolée, je suis vraiment une piètre technicienne. Et ça m'a donc pris 2 ans de confinement pour... ça m'aura pris 2 ans de confinement pour comprendre ou regarder. Donc, je pense que je regarde au bon endroit en m'adressant à vous. Alors, mea culpa pour les 50 capsules précédentes où je vous regardais pas dans les yeux. Je vous respecte quand même. Voilà, on commence avec un premier titre de livre, c'est Ta gueule, t'es belle, Shut Up You're Pretty, de Tia Moutonji, une écrivaine canadienne d'origine congolaise, et c'est la formidable Melissa Véro qui en a fait la traduction, donc de l'anglais vers le français. Tia Moutonji, elle parle français, elle fait juste ne pas l'écrire. Donc, ou si elle l'écrit, c'est très peu. Donc, c'est pour ça qu'elle a eu l'aide de la formidable écrivaine et traductrice Melissa qui n'a pas dû avoir une tâche si facile parce que traduire des courtes nouvelles comme ça où il y a une voix déjà très... là, je vais juste faire ça comme ça, OK? Vous me permettez? Merci, merci. On est rendu très intime, nous. Hein? Voilà. Alors, elle a fait une super belle job de traduction. Il faut dire que Tia Moutonji, donc d'origine congolaise, comme je le disais, elle a été son premier livre et il a été traduit pas traduit, il a été publié d'abord chez Arsenal Pulp Press. Ah oui, c'est un éditeur indépendant de Vancouver qui se spécialise beaucoup dans les auteurs émergents, dans les auteurs de la diversité aussi. Donc, miaou, on entend Bob Dylan en arrière qui miaule. Oui, Bob, oui, 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 les croquettes s'en viennent. Laisse-moi finir ma petite capsule. Alors voilà, ce qui est formidable, c'est que c'est des courtes nouvelles dans lesquelles il est question, des nouvelles qui sont toutes interreliées. Alors, c'est pas des nouvelles bouclées, c'est des nouvelles qui ont un lien entre elles. On les suit. On est imprégné d'une atmosphère qui est générale dans le livre et non pas des nouvelles qui sont indépendantes. Hein. Il y a vraiment un lien, elles sont interreliées, ces nouvelles-là. Et on assiste au passage vers l'âge adulte d'une jeune Loli qu'elle s'appelle. Et Loli nous parle donc de ce passage-là vers l'âge adulte à travers ses souvenirs, à travers des réflexions, des images qu'elle porte en elle liées à son arrivée, donc du Congo au Canada quand elle est arrivée, quand elle était toute petite, la façon dont elle a apprivoisé le froid, par exemple. Il est beaucoup question de son rapport avec sa mère, avec son père, le suicide aussi de son père, les problèmes auxquels elle fait face à l'école, dans sa vie de tous les jours, les relations avec les hommes, avec les femmes, ses premières relations sexuelles, l'apprivoisement de ses premières vies de couple aussi. Alors c'est vraiment, oui, c'est ce qu'on peut dire des nouvelles d'apprentissage. Et j'ai beaucoup aimé cette voie-là. J'ose dire typiquement générationnelle et je m'explique. Je ne crois pas qu'on aurait pu aborder avec cette aisance-là, ou du moins avec cette connaissance-là, les sujets qu'elle aborde. On n'aurait pas pu y faire face, on n'aurait pas parlé de ça. Ça ne faisait peut-être pas partie des combats qu'on menait il y a 10, 15, 20 ou 30 ans même. Donc, il y a quelque chose de typiquement de notre époque. Il y a un truc qui est empreint de notre époque, de nos préoccupations, de nos combats. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte-là, qui contient des propos et des pensées vraiment très sincères. Il y a quelque chose de frontal aussi dans ces affirmations-là. C'est une voix complètement différente. J'ai rarement lu des nouvelles d'apprentissage comme celle-ci. Alors, c'est Ta gueule, t'es belle de Tia Moutonji. Je le dis, la notion de consentement aussi est abordée ici. Et ce n'est pas le consentement, seulement le consentement entre inconnus ou entre des gens qui sont devant une première relation sexuelle, par exemple. C'est vraiment une notion de consentement aussi dans le couple.
Ça aussi, c'est particulier, c'est intéressant de l'aborder. Citation, j'ai fait référence à cette citation-là que j'ai beaucoup aimée parce que ça traduit un peu aussi l'humour de l'autrice. J'en ai parlé à l'émission Plus on est de fou, plus on lit. Loli, à un moment donné, donc l'héroïne parle à sa copine et sa copine, bon, elle parle de leurs histoires d'amour et Loli dit qu'elle craque pour un gars qui est un auxiliaire de recherche à l'université, un doctorant en psycho. Et sa copine lui dit, écoute, ça c'est vraiment un gars toxique. Et on va voir pourquoi, mais par exemple, voici la citation. Elle dit à Oli, elle dit, Patty qu'elle s'appelle, elle dit à son amie Loli, elle dit tout le monde veut Jonas, même Jonas veut Jonas. Va falloir que tu fasses la file derrière les autres filles qui l'ont déjà baisé et toutes les étudiantes en psycho. Puis en plus, il se prend pour un philosophe. Il se prend pour le porte-parole du cerveau, genre. Et là, il y a un super bon dialogue, ça vole haut, très drôle, très irrévérencieux aussi. Ça fait du bien de lire des paroles comme ça, des propos comme ça, où on démystifie, oui, avec beaucoup de rhétorique, beaucoup d'art, parfois la très grande confiance qu'ont certains bonhommes envers eux-mêmes et l'amour propre qu'ils ont. Donc c'est très drôle d'être confronté à ça en littérature et je dirais qu'il y a quelque chose de profondément réjouissant et de jouissif à lire ces propos-là. Alors voilà. Autre titre maintenant, mais là, on va loin dans le temps. On recule dans le temps. Je vous transporte du côté du 19e siècle avec Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. J'ai mon communiqué ici. C'est de Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean. Elles ont coécrit ce livre-là. C'est une biographie de ce couple-là. Et ça, c'est paru chez Boréal. Tantôt, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est dans la collection Tête dure chez Tête première. Voilà. Donc, chez Boréal, dans les biographies chez Boréal, oui, Claudia, garde le focus sur ton beau public. Et c'est donc une biographie qui est intéressante parce qu'on parle à la fois de Joséphine Marchand et de Raoul Dandurand. Hein. Si la chère Raoul Dandurand vous dit quelque chose, eh bien oui, c'est pas un addon. Il y a un lien direct entre ce Raoul-là et la chaire de recherche. Amour, politique et féminisme, c'est le combat qu'ils ont mené ensemble. C'était ce qu'on peut appeler dans la plus pure tradition un power couple. C'était vraiment un couple en puissance, un couple qui déjà, on parle même au milieu du 19e siècle, faisait tourner les têtes, un couple brillant. Alors ils sont nés tous les deux en 1861. Elle est née au bord du Richelieu. Lui, il est né à Montréal. Ils se rencontrent à un moment donné chez Honoré Mercier, rien de moins. Il faut dire que Joséphine Marchand était fille elle était fille de Félix Gabriel Marchand qui était un libéral modéré qui est devenu premier ministre du Québec, donc en 1897. Donc elle côtoyait déjà le monde politique, les gens influents de cette époque-là. Et un jour, elle se retrouve à Montréal chez Honoré Mercier qui la reçoit chez lui. Petite réception mondainité de cette époque. Et elle fait la rencontre de ce Raoul Dandurand. Donc, un jeune homme de son âge, ils ont 24 ans, qui s'éprend d'elle. Il craque pour elle. Elle va être tout en retenue au début. Hein, on se met dans les jupes des femmes de cette époque-là. Elle devait garder une certaine réserve. Elle devait se contenir, permettez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Donc, elle va répondre d'une manière un peu froide, mais au fil du temps, il y aura un certain rapprochement entre eux. Et une histoire d'amour va naître. Bon, il y aura mariage. Ils auront même une petite fille qui s'appelle Gabrielle. On assiste donc, oui, au début aux débuts sentimentaux de ce couple-là, mais aussi à leur lutte, à ce qu'ils ont provoqué comme changement dans la société. On parle d'une société, on est au 19e siècle, c'est une société où il y a beaucoup de changements, beaucoup de révoltes. On veut plus de droits pour les femmes, plus de droits pour les minorités. On veut le droit de vote des femmes aussi. On mène plusieurs batailles à la fois. Et ces batailles-là, c'est ce couple-là, donc un couple des libéraux progressistes, vont tout faire pour accéder à plus de droits et pour remporter leur combat.
Ils le font avec beaucoup d'espoir, beaucoup de persévérance, de courage, je dirais, parce qu'il faut avoir le courage de ses opinions et de ses idées, peut-être encore plus à cette époque-là. Mais ils le font aussi grâce à l'amour qu'ils se portent. Ils ont beaucoup de fascination l'un pour l'autre, ils sont fascinés par l'autre. Ils s'aiment sincèrement. Et ils ont beaucoup d'admiration. J'ai souvent dit que dans un couple, ça prenait de l'amitié, de l'amour, de l'admiration et de l'art de vivre. Et croyez-moi, ils avaient tout ça. Ils avaient tout ça parce que ils croyaient que tout était possible et parce que surtout, lui, un des premiers féministes chez les hommes de cette époque-là, croyait que, et avec raison, que sa femme pouvait mener le monde à sa manière et il a décidé de la suivre et de l'encourager dans ce qu'elle faisait, dans tous ses projets, même si parfois ces décisions-là n'étaient pas respectées par le reste de la population. Je pense surtout au clergé de l'époque. On se souvient d'une époque où le clergé et les ultramontains ont toujours raison, où ils veulent décider de tout, alors qu'eux s'opposaient à ces dirigeants-là, à ce pouvoir-là. Alors, j'ai trouvé ça formidable qu'on déploie beaucoup de connaissances, qu'on fasse beaucoup de recherches autour de ces êtres-là qui ne sont pas plates du tout, bien au contraire, qu'ils ils ont assisté au développement du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils ont non seulement assisté, mais ils ont bâti le Québec. Je pense qu'il ne faut pas oublier ces deux personnages-là de l'histoire. Et c'est pour ça que cette biographie a sa raison d'être. Elle est pas mince, hein, comme vous pouvez le voir, mais on va dire l'expression très cliché de ça se lit comme un roman, et avec raison. Vous aimerez beaucoup, on s'attache à ces personnages-là et on les quitte avec une certaine, avec un certain chagrin, je dirais, parce qu'on en aurait pris plus encore. Donc, je vous invite peut-être même à, comme moi j'ai fait, je vais aller faire des recherches sur chacun de ces personnages-là par la suite parce qu'ils sont fascinants. On en croise d'autres. On croise Louis Fréchette, on croise une Marie Gérin-Lajoie, on y croise des journalistes célèbres de cette époque-là, des Arthur Buis, il y a bon, des politiciens, des journalistes, des gens du milieu du spectacle aussi qui traversent cet ouvrage-là. Donc vraiment un beau panorama de l'histoire du Canada et du Québec, admirablement écrit, brillamment écrit avec vraiment des détails inusités, un travail d'archives derrière ça. Allez lire ça tout de suite, Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, Amour, politique et féminisme, de Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean. Elles ont déjà travaillé ensemble sur d'autres livres, notamment la biographie d'Idola Saint-Jean, qui est pas mal du tout non plus. Alors, si jamais ça vous intéresse ça aussi, d'en connaître un peu plus sur Idola Saint-Jean, c'est dans la même lignée, avec le même ton, la même voix, là, et un magnifique travail d'enchevêtrement entre la partie consacrée à Joséphine et la partie consacrée à Raoul, toujours en filigrane, leur histoire de couple aussi, et ce que ça a donné dans la société. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres, c'est tout. On se revient très très vite avec une autre capsule et mes yeux bien rivés dans le bon trou. Au plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse. Bye bye.